Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Matin Bonheur. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. En tout cas, nous, on est débordant d'énergie et c'est cette énergie qu'on veut vous communiquer pour bien démarrer la journée. Ce matin, je veux faire un clin d'œil à toutes les personnes qui vivent dans les zones à risque. Il a été annoncé que les pluies cette saison seront très abondantes avec des risques accrus d'inondation. Donc, il faut, si vous en avez la possibilité, quitter ces endroits et vous mettre en sécurité. Bonjour à toutes les personnes qui vivent de partout dans le monde et qui nous font l'amabilité de nous suivre du lundi au vendredi dès 6h25 dans Matin Bonheur. Allez, on passe par la météo et le flash qui aujourd'hui encore est l'affaire de Régis Kofi. Et juste derrière, on se retrouve. Bienvenue à Matin Bonheur. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Code Conseil, votre magazine dédié aux codes de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Code Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Code et conseil vous est offert par Safe Steps, Sécurité routière Afrique de Prudence Foundation. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Le temps prévu pour cette matinée. En début de matinée, la moitié sud du pays connaîtra un temps nuageux, s'éclaircissant progressivement en laissant ça et là quelques pluies. En cours de matinée, de larges éclaircies s'observeront sur ces zones comme partout dans le reste du pays. On aura comme température prévue pour cette matinée 22 degrés pour Abangourou, 25 degrés seront enregistrés à Abidjan, 24 degrés pour Adiaké, 23 degrés pour Bondokou, 24 degrés à Boaké, 23 degrés dans les villes de Bouna et de Boundiali, 21 degrés pour Daloa, 23 degrés dans la région de Dimbokro, 22 degrés pour Gagnoa, 23 degrés pour Giglo, 26 degrés à Kong, 25 degrés dans la région de Korogo, 22 degrés pour Man, 24 degrés pour Odiéné, 25 degrés pour San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 22 degrés pour Séguéla, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés pour Tiasalé et enfin 23 degrés pour Touba et Yamoussoukro. Au cours de cet après-midi très actif, le soleil continuera de briller sur l'ensemble du pays, faisant ainsi monter le mercure. Toutefois, en milieu d'après-midi, l'on pourra observer quelques bourgeons nuageux qui évolueront vers des orages et des pluies dans le sud-est avant d'atteindre en fin de période le sud-ouest. On aura comme température prévue pour cet après-midi 33 degrés pour Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés dans la ville de Adiaké, 34 degrés à Bondokou, 36 degrés sera observé dans les régions de Boaké et de Bouna, 35 degrés pour Boundiali et Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 34 degrés pour Gagnoa et Giglo, 35 degrés à Kong, 37 degrés pour Korogo, 34 degrés dans la ville de Man, 38 degrés pour Odiéné, 33 degrés dans la région de San Pedro et de Sassandra, 36 degrés pour Séguéla, 33 degrés dans la ville de Soubré, 32 degrés pour Tabou, 33 degrés pour Tiasalé et 35 degrés pour Touba et Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis, soyez très vigilants. On aura des pluies ça et là dans les régions de notre pays. Passez une très belle soirée sur RTI.
L'actualité de ce mercredi, bonjour, bienvenue. Abidjan accueille depuis lundi la 14e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone APF. Les délégations de plusieurs pays planchent sur divers sujets dont la paix, la sécurité ou encore le développement et l'environnement. Le point de Konaté Moussa. 14e réunion des présidents d'assemblée et section Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Les parlementaires des États francophones sont réunis à Abidjan, la capitale économique, pour une fois de plus échanger sur les questions de sécurité et de développement. Nous continuons de suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation politique dans la zone sahélo-saharienne. Les événements récents dans cette zone touchent plusieurs pays dont les parlements sont membres de notre Assemblée. Il s'agit là d'un défi pour la communauté francophone. Démontrer qu'elle a toute sa légitimité lorsqu'elle est appelée à intervenir sur des enjeux de démocratie, de droits de l'homme et surtout de paix. L'APF, organe consultatif de l'Organisation internationale de la francophonie. L'institution souhaite donc une meilleure coopération interparlementaire pour relever les nombreux défis. L'APF doit être, et le fera avec efficacité, présent sur tous les grands théâtres où des difficultés se présentent et où la médiation de parlementaires est nécessaire. Vous connaissez tous ces théâtres-là, je ne vais pas citer les situations, mais nous pouvons tous intervenir beaucoup plus fortement et beaucoup plus efficacement que ça ne l'est aujourd'hui. Cette 14e conférence des parlements des États francophones réunit une vingtaine de présidents d'institutions parlementaires de différents pays. Une présence remarquable dont se félicite Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale appelle à plus de dynamisme dans les initiatives. Nous devons donc, par cette grande force que nous représentons, revisiter donc les textes de l'APF pour que l'APF devienne donc pas seulement un moyen de rencontre, mais qu'au lendemain de nos rencontres, nous puissions élaborer une matrice d'action qui, au bout, fait de l'APF un vrai instrument de rapprochement. Et je voudrais donc que l'APF, justement, puisse être le support, le vecteur par lequel les peuples qui composent cet espace se rapprochent encore plus davantage. En sa qualité d'ancien président de l'APF, le président Adama Bictogo reçoit la distinction de Grand Croix de l'Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Le parcours de la première femme présidente de l'Assemblée nationale française inspire les jeunes apprenants de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly. Yael Braun-Pivet a partagé son expérience. C'est à l'initiative du ministère en charge de la jeunesse. Le point de Souleymane Donisangou et Franck Kouadio. Présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet est dans les locaux de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly au programme Rencontre avec les auditeurs et entretien autour de son parcours. Nous nous engageons en politique parce que nous poursuivons un objectif qui est bien plus grand que nous, qui est un objectif que nous partageons tous, quelles que soient nos opinions politiques. Nous poursuivons un objectif d'intérêt général. Et cet engagement politique à la poursuite d'un intérêt général est une action qui ne se déroule pas pour soi-même, mais pour autrui. Abordant les questions en rapport avec les activités parlementaires et le genre, Yael Braun-Pivet exhorte la gente féminine à faire preuve d'audace. Notre Assemblée est capable de se rassembler, mais effectivement, il arrive qu'il y ait besoin d'utiliser un outil constitutionnel pour pouvoir passer une réforme qui est une réforme dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est compliquée. Pour faire avancer la parité, il faut une volonté des partis politiques, mais ça ne suffit pas. Il faut des femmes candidates, il faut des femmes qui se lèvent et qui disent « je me sens concernée, je veux m'engager et je me présente à une élection ». Initiateur de cette plateforme d'échange, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique PCA de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly. L'Institut de formation Amadou Coulibaly a voulu profiter de la présence de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de France pour organiser un panel de discussion sur son parcours inspirant, sur le travail parlementaire, sur l'engagement des femmes en politique
et c'est toujours dans la continuité donc, du renforcement des capacités de nos auditeurs. C'est sur invitation d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, est à Abidjan. Dans le reste de l'actualité, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté à l'unanimité la semaine dernière une loi visant à priver la Chine de son statut de pays en voie de développement. De quoi rendre furieux Pékin qui ne veut pas apparaître comme un pays dit riche pour des raisons à la fois économiques et géopolitiques. Et puis le gouvernement ukrainien souhaite légiférer pour intégrer sa brigade de hackers volontaires, l'IT Army, dans les forces armées. L'IT Army of Ukraine a été mise en place par le ministère ukrainien du numérique en 2022, en mars pour être plus précis, peu après l'invasion du pays par la Russie. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous tous. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023, 17h, au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Tickets en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trécheville, agence RTI Cosmencio Pougon, RTI Cocody, chez Hassan 220. Marraine, honorable Traoré Mariam, député de Tingrela. Partenaire officiel, la RTI, Royaume Kate, Raymoné, Masterclass, Mandingo, les résidences ministres. Partenaire, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Déjà bien calés sur le plateau. Vous les voyez, il s'agit de coach Silavabois. Et tous ces gars, il y a deux dames qui sont derrière. Je vois un nouveau visage. Oui. Hein? Bonne arrivée. Hein? Et merci de nous rejoindre pour le fitness qui aujourd'hui, coach Sila, va consister en quoi? Ça sera plus axé sur l'équilibre et l'ajustation de la posture. Ajustation de la posture. Ah, ok. J'ai dit, mais il s'agit de quelle ajustation? Ajustation de la posture. Allez, avec coach Silavabois, on en apprend tous les jours. Donc, je vous laisse en compagnie de notre très cher Mr. Fitness et toute son équipe. C'est ça. À tout à l'heure. Merci. Bien. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et coach Sila, Yefari, Sangari, Myriam et Madoussou, comme on l'a dit d'emblée, on va faire un exercice qui va consister à travailler l'équilibre et ajuster notre posture. Donc avant tout, comme vous le savez, étirement. On joint les jambes, on laisse la masse tomber tout doucement. Descend, on reste là, 1, 2, 3, 4, baissez la tête, 5, 6, 7 et 8. On revient tout doucement et hop, on dégage le pied gauche. On descend jusqu'à ce que les mains touchent le sol. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On baisse la tête. 4, 3, 2, 1. On revient. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Super. Main à la taille. On va descendre sur le côté droit. On tire sur la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. On va dans l'autre sens. On tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. Et tout doux, on serre le pied. On serre, on serre, on serre. Fait un cercle, extension du corps. On monte, on grandit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois, on monte. Cherche, on grandit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va attaquer à proprement dit
on va dire la séance de équilibre et agitation de la posture. Super. 5, 4, 3, 2. On garde la main à la taille. C'est bon. On dégage le pied gauche légèrement. On va aller à 3 niveaux. Le premier niveau, on va rester comme ça. Le pied est décollé légèrement du sol à la maison. Bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Encore tient bon. 4, 3, 2, et 1. On va aller au deuxième niveau. On va monter un peu plus. Les bras vont venir au niveau du plexus. C'est vraiment tenir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Troisième niveau, extension du corps, cherche bien. 2, 3, ensuite 4, 5, 6, 7 et 8. Dernier, 4, 3, 2 et stop. On revient tout doucement. Super. On va aller même chose avec le pied droit. Premier niveau. Là. Et on monte légèrement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 4, 3, 2 et 1. Deuxième niveau, bras au niveau du plexus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 4, 3, 2 et 1. On descend maintenant tibia. À la maison, si vous n'avez pas l'habitude, restez sur un des niveaux que vous maîtrisez ou sur lequel vous pouvez tenir. 5, 6, 7, 8. Encore. 4, 3, 2 et stop. On revient tout doucement. On respire. 5, 4, 3, 2, 1. On dégage les pieds de part et d'autre. On va descendre en flexion là. On est bien assis. On va ouvrir les bras. On tend bien les bras. Et on respire. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. 1, 2. On tend bien les bras. 3, 4, 5, 6, 7. Et tout doucement, on revient. On resserre les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. On va garder la main à la taille et on va tenir le pied gauche dans le bras, comme ça. Et on dégage le bras pour garder l'équilibre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 4, 3, 2 et 1. On ouvre les deux bras et on tend la jambe devant. On garde l'équilibre. C'est pas parfois facile, mais on garde. 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 4, 3, 2 et stop. On revient tout doucement. Même principe avec l'autre jambe. C'est bon? La jambe droite dans la main. On dégage les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va à 4, 3, 2 et 1. On tend la jambe, on ouvre les bras. On reste. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient tout doucement. À la maison, on souffle, on respire. C'est une question d'équilibre. Ça demande beaucoup d'application et de concentration. On va aller avec la jambe gauche dans le creux du pied d'appui. Simplement là. On garde là et on compte. 4, 3, 2, 1. On va pour 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va pour 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On relâche, on respire. 5, 4, 3, 2, 1. Même principe. Et on change de jambes. Même chose. On reste là. 4, 3, 2 et 1. 8, 7, 6, 5. Le secret, c'est de garder la concentration. C'est tout. 4, 3,
2, on va pour 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on est là, super. Cette fois-ci, on va regarder tout sur le côté droit là. On va tirer la jambe droite, la jambe gauche derrière, pardon. On tire bien, on tire fort. Les bras sont au niveau des oreilles, on tire fort, on tire bien. Encore, 8, 7, 6, 5, 4. Le buste n'est pas en avant, il est en arrière. Et le genou ne dépasse pas la pointe du pied. 3, 2 et 1. La main là, on balance sur le côté simplement. Et là, on va de l'autre côté. Cherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 3, 2, et on revient encore à la même posture devant. On va resserrer les pieds légèrement, c'est bon. On va garder la main à la taille, c'est bon. Tout doucement, on revient, on revient, on revient, on revient. Et on va essayer de garder l'équilibre dans la posture. Pied gauche, tendu derrière. Et au fur et à mesure, le pied monte. Au fur et à mesure, le pied monte. Au fur et à mesure, le pied monte. À la maison, soyez concentrés, c'est le secret. Et une fois quand le pied est bien monté, on ouvre les bras et on plane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. On revient tout doucement. Même chose de l'autre côté pour une dernière fois. On ouvre la main à la taille. On décolle la jambe droite tout doucement. On tend bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ouvre les bras une dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Tout doucement, Régis. On va arrêter le massacre parce que ma chérie qui vient d'arriver là, elle risque de tomber. Mais c'est pas facile. Vous voyez combien de fois il est bon d'avoir un bon équilibre. Et c'est justement à cet exercice-là que vous êtes livré ce matin. Merci, Coach Silla. Je ne suis pas sûr que moi je vais reprendre ça à la maison. Ah non, on peut aller tout doucement. Et on arrive toujours. Allez, merci bien à Coach Silla qu'on va retrouver mercredi prochain en direct. Et demain, bien évidemment, on va vous repasser cet élément de fitness. Merci d'être en notre compagnie. Bonjour à toutes les populations de toute la Côte d'Ivoire profonde et du monde entier qui nous suivent tous les matins dès 6h25. Eh bien, dans votre émission, vous avez le challenge matinal qui vous permet d'interagir avec nous. Et à présent, on s'y intéresse. Voilà, challenge matinal numéro 26 dont la question va s'afficher ici sur votre écran grâce notamment à la réalisation. Voilà, il faut nous donner la fonction de Monsieur Angelo Kabila qui était invité à l'émission le vendredi 31 mars où il était en compagnie de Naomi Amoussou Alafé. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, hein, c'est le 07 48 75 44 76. Ce sont des messages qu'on attend, s'il vous plaît, pas d'appel. Bon, on sait que vous avez envie de nous parler, mais c'est plutôt des messages qu'on attend pour le challenge matinal. Donc, il faut nous donner la fonction d'Angelo Kabila, qui était invité à l'émission du vendredi 31 mars. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire bonjour à monsieur Kofi Kwame Julien, qui réside à Soubré, vainqueur du challenge matinal numéro 25. Elle s'appelle Clarisse Mills, elle est la directrice, oui, merci à la réalisation hein, qui affiche à nouveau la question du challenge matinal numéro 25 à remporter M. Kofi Kwame Julien, je le disais. Elle s'appelle Madame Clarisse Mills, elle est la directrice d'un centre dont l'objectif est de veiller à l'éveil et à l'inclusion des personnes déficientes mentales. Et aujourd'hui, avec elle, on parle d'inclusion socio-professionnelle des personnes déficientes intellectuelles. Elle va nous rejoindre maintenant. Voilà, Madame Clarisse Mills qui arrive. On va l'accueillir ensemble. Venez, madame, venez. Vous allez vous mettre là. Et on va ouvrir tout de suite. On s'assoit. Voilà, merci d'être en notre compagnie pour partager ce temps d'antenne avec nous et surtout parler des personnes déficientes intellectuelles. On a eu la célébration de la Journée mondiale de l'autisme le 2 avril. Voilà, et dans l'élan de cette célébration-là, on vous reçoit pour parler de ces personnes-là qui sont importantes pour la société, mais qui malheureusement ne sont pas toujours insérées professionnellement. Et le centre que vous dirigez, justement, c'est l'une de ces missions. Exactement. Dites-nous déjà, c'est qui une personne déficiente intellectuelle? La personne déficiente intellectuelle, c'est cette personne qui a une absence
de raisonnement, de concentration, de mémorisation, qui a des difficultés de pouvoir faire certaines tâches qu'on lui confie. Donc, ces personnes ont besoin de beaucoup d'apprentissage, en fait. Donc, c'est un peu ce qu'il faut pour pouvoir les accompagner. Il faut les mettre dans un centre, en fait. Dans un centre, donc le centre que vous dirigez, je rappelle, c'est le centre d'accompagnement médico-professionnel pour déficients intellectuels. Et je veux dire, quels sont les différents types de déficiences intellectuelles qu'on rencontre justement dans le centre que vous dirigez? Au sein de notre centre, on a la déficience intellectuelle parce qu'en fait, la déficience intellectuelle, elle peut être isolée ou accompagnée de... Qu'est-ce que vous entendez par isolée? Isolée, c'est-à-dire la personne a seulement la déficience intellectuelle, il n'y a pas d'autres pathologies. Un autiste est autiste, mais peut être accompagné aussi d'une déficience intellectuelle. Un trisomique peut être simplement trisomique, peut être accompagné d'une déficience intellectuelle. On a des images d'illustration sur votre écran. Là, vous les voyez, elle, par exemple, elle a une déficience intellectuelle uniquement. Vous voyez qu'elle n'a pas de problème de motricité. Et on lui apprend à balayer. Et parce qu'en fait, c'est des personnes à qui il faut réellement tout apprendre. Comment tenir le balai, faut la mémorisation même de pouvoir faire le geste du balayage. Donc ça, elle, par exemple, c'est une déficience intellectuelle tout simple. Et qu'est-ce qu'un parent doit faire quand il constate que son enfant est dans cette situation-là? En fait, quand vous avez un enfant qui naît, très souvent, à part la trisomie 21, où on sent par le visage que l'enfant a les yeux bridés ou un peu le visage un peu rond, les autres pathologies, on ne voit pas. On ne les détecte pas tout de suite. Tout de suite. Et donc, du coup, c'est quand l'enfant commence à marcher, les premiers pas, soit il ne marche pas vite tout de suite, il commence à ne pas parler tout de suite. Les parents commencent à s'inquiéter, en fait. Ça doit interpeller les parents tout de suite. Voilà. Donc, tout de suite, qu'est-ce que les parents doivent faire? Normalement, la procédure... L'enfant est suivi par un pédiatre. Le pédiatre fait le constat et le pédiatre oriente le parent vers un spécialiste, un pédopsychiatre. C'est lui qui fait les premiers examens de l'enfant. Et c'est lui qui va faire le diagnostic de l'enfant pour dire le niveau intellectuel de l'enfant. Et tout à l'heure, vous avez demandé quels étaient les différents types de déficience intellectuelle. En fait, il y a 4 catégories. Il y a la déficience intellectuelle légère, il y a la modérée, il y a la grave et il y a la profonde. Mais tout ça se mesure à partir d'une évaluation en dessous dont le QI est en dessous de 70. Et je veux dire, j'imagine que toutes ces catégories de déficience, on les retrouve... voilà, elles sont accompagnées différemment, en fait. Mais au sein de notre centre, on a des IMC, infirmité motrice cérébrale. On a des gens qui ont des troubles psychomoteurs, mais qui ont des déficiences intellectuelles légères et moyennes. Parce que ces personnes-là, c'est possible de les intégrer dans la société, en fait. Mais justement, c'est de ça qu'on va parler. Et vous, en tant qu'éducatrice spécialisée, je dis, quel est l'accompagnement, justement, que vous apportez à toutes ces catégories de déficients intellectuels que vous venez de citer dans votre centre? D'accord. En fait, l'accompagnement même d'une personne qui a une déficience intellectuelle ou même qui a un autisme, qui est atteint de l'autisme, qui est atteint de la trisomie, le suivi est fait en 2 volets. Il y a le suivi médical et il y a l'accompagnement éducatif. Donc, sur le suivi médical, il y a le problème du langage, il y a le problème de la motricité où il faut des spécialistes, un psychothérapeute, il faut un kinésithérapeute. Et en tant qu'éducatrice sur le centre, nous, on essaie de mettre en place des métiers. En fait, il y a la découverte d'abord qui font du métier parce que ce sont des jeunes qu'on reçoit à partir de 14 ans qui n'ont jamais entendu parler de travail. Et ces jeunes-là... Ils sont adolescents, donc. Oui, ils sont adolescents. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils sortent de l'école ou peut-être qu'ils n'ont pas acquis l'apprentissage de la lecture ou même de l'écriture ou de compter. Et nous, on renforce au centre, mais on leur fait d'abord découvrir, on fait une initiation à des métiers. Et comme on a l'habitude de dire,
Dieu nous a tous donné un talent. Et nous, on essaie de déceler en eux ce qu'ils sont capables de faire. Mais justement, quand vous avez fini de déceler ces talents-là en eux, comment vous faites maintenant pour les inclure au niveau professionnel? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Moi, je suis à la direction depuis le mois d'août. Et quand on a commencé à mettre... En fait, j'ai essayé de copier un peu le modèle européen que j'ai appris de l'autre côté, ici. Et quand on a commencé à mettre en place... Vous voyez cette jeune fille qui est là, elle est très bien dans le service de table. Donc, on a essayé de la mettre en pratique dans la restauration au sein du centre. Et nous nous sommes rendus compte qu'elle est bien. Et cette année, j'ai essayé de faire un peu le tour des hôtels, des restaurants, pour voir un peu si je pouvais l'intégrer. Là a été ma difficulté. Parce que justement, c'est de ça que j'allais parler. Voilà, comment c'est accueilli dans les entreprises où vous passez en leur disant que vous leur emmenez des personnes déficientes intellectuelles? Est-ce que tout de suite, l'accueil, les gens y réagissent positivement? Oui, c'est normal parce que la représentation culturelle que nous avons tous... on sait comment on est un peu élevé sur le handicap en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. On nous a fait comprendre, non, on n'est pas très habitué, on ne sait pas comment les prendre. On les rassure qu'il y a un éducateur qui les accompagne, absolument. Et on aura le temps, on va leur expliquer comment le jeune réagit quand il sera au sein de leur entreprise. Mais est-ce que ça ne va pas poser un problème au niveau de la productivité, puisque vous dites si on doit l'accompagner et tout cela, est-ce que vous, je dis au niveau du centre, vous arrivez à expliquer à vos jeunes qu'en entreprise, c'est différent des centres? Oui, voilà, peut-être qu'en entreprise, vous êtes patient, plutôt au centre, vous êtes patient avec eux, mais en entreprise, vous avez parlé de la jeune fille qui fait le service. Ce n'est pas évident que si elle est dans un restaurant, les gens soient patients, alors que le service doit se faire assez rapidement. Oui, mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'éducation adaptée aussi. C'est ce qu'on appelle le travail adapté. En France, il existe des centres qu'on appelle les ESAT et autres qui accompagnent ce genre de jeunes. Mais il faut emmener les sociétés à se cultiver sur comment accueillir ce genre de personnes. Il faut avoir de l'indulgence, il faut leur donner leur temps de travail. Ils n'auront pas le même temps de travail que ceux qui travaillent de manière ordinaire. On aura une particularité pour eux. Bon, je pense qu'avec les lois qui sont faites aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour intégrer les personnes en situation de handicap dans les sociétés, il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir les accueillir. Moi, quand je suis arrivé au mois d'août, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à DPPH pour voir comment ça fonctionne. DPPH, c'est la direction de département pour handicapés, ça se trouve, je pense, au plateau. Et c'est ce centre, en fait, qui est la porte d'entrée d'une personne en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Eux, ils doivent identifier toutes les personnes qui ont un handicap en Côte d'Ivoire. Mais bon, les parents ne savent même pas qu'il faut y aller. Et j'imagine que votre message ne sera pas tombé dans des oreilles de sourds. Les parents, aujourd'hui, à travers ce que vous venez de dire, iront déjà faire, enregistrer leurs enfants handicapés et, on l'espère, pourront on dit pas handicapés, on dit en situation de handicap. En situation de handicap, parce qu'on est tous des handicapés en puissance. Exactement. Voilà, et qu'au sortir de cet entretien que nous avons eu, ceux qui ont suivi comprendront, pour les entreprises, je veux parler des responsables d'entreprises, qu'il faut donner la chance à ces personnes-là de travailler aussi. Merci, Madame Clarisse Mills, d'être passée parler de ce sujet avec nous. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Deux petites choses. On vous donnera l'occasion d'en reparler. On part pour l'agenda parce qu'il est déjà l'heure du deuxième point d'information de Régis Kofi. Allez, merci d'être en notre compagnie. On retrouve Régis Kofi juste après ceci. Merci. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023 à 17h au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Tickets en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trécheville, agence RTI Cosmencio Pougon, RTI Cocody, chez Hassan 220. Marraine, honorable Traoré Mariam, député de Tengrela.
Partenaires officiels, la RTI, Royaume Kate, Raymond, Masterclass, Mandingo, les résidences ministres. Partenaires, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Vous êtes dans la deuxième dose de l'information. Bienvenue à vous tous. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté aux côtés des populations sinistrées du village de Zokolilié, c'est à Lakota. Miss Belmond Dogo a fait don de 50 millions de francs CFA aux 354 familles sinistrées après le passage d'une forte pluie. Le point de Michel Mambour. Zokolilié, dans la sous-préfecture de Lakota. Le village a vu le 4 mars dernier plusieurs de ses infrastructures, établissements scolaires, cantines, centres de santé et habitations, 354 au total, décoiffés par une forte pluie. Le 9 mars, le village recevait la visite de la ministre de la Solidarité, venue constater l'ampleur des dégâts et apporter la compassion du gouvernement. Après son départ, chose promise, chose due, Miss Belmond Dogo est de retour à Zokolilié, cette fois porteuse d'un important don de vivres, de non-vivres et de numéraire, l'assistance du gouvernement aux sinistrés. Merci aux fils et aux filles de Zokolilié pour la chaîne de solidarité. Parce qu'en réalité, ce que le gouvernement veut, en réalité, ce que le président de la République attend de chaque Ivoirien, c'est ce que vous venez de faire, créer cette chaîne de solidarité. Que ces dons puissent aller aux ménages les plus pauvres, à ceux qui en ont réellement besoin. Un don qui vient à point nommé selon les élus, cadres, guides religieux et leaders communautaires, eux qui, dès les premières heures, se sont mobilisés. Qu'il me soit donc permis de relever le grand satisfecit de nos parents qui ont vu vers eux la République toute entière suite au sinistre dont ils ont été l'objet. Si, comme le dit l'adage populaire, il est vrai que c'est dans les problèmes que l'on connaît ses vrais amis. Madame le ministre, par cette double visite, vous démontrez aux populations de Lakota que Monsieur le Président de la République, que Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement ne tourneront jamais le dos aux populations du département de Lakota. Dans la tourmente qui s'est abattue sur ce village, vous êtes le visage de l'apaisement et de l'espoir. Pour nous désormais, il n'est plus question de chercher l'ange gardien ou le bon samaritain. Nous avons trouvé en vous. Merci, Madame. Le don du gouvernement, estimé à plus de 50 millions de francs CFA, devrait contribuer à redonner vie au village. Une nouvelle brigade de gendarmerie à Sirio, dans le département de Gagnoa. L'édifice a été mis en service par le 3e vice-président du conseil régional Saoué-Bizier. Le reportage de Dogadongi, AIP Gagnoa, commenté par Mama Traoré. Après 52 km de distance, la délégation du conseil régional du Gor, conduite par le 3e vice-président Saoué-Bizier, arrive dans le village de Sirio. Elle vient pour remettre les clés du tout nouveau poste de gendarmerie de cette sous-préfecture. D'un coût de plus de 27 millions de francs CFA, les nouveaux locaux de la gendarmerie de Sirio comprennent 5 bureaux et autant de chambres de détention, ainsi qu'une grande salle, assez confortable pour remplacer valablement l'ancien poste que voici, devenu vétuste. Au nom du commandant de compagnie de la gendarmerie de Gagnoa, le MDL-chef Roland Guessan assure que tout sera fait pour que la population vive en tranquillité et en sécurité. Avant même qu'on ne construise le poste de gendarmerie, le bureau de gendarmerie, nous avions déjà construit un collège de proximité. Nous avions fait la clôture du centre de santé. C'est dire qu'ils ne sont pas oubliés. Le 3e vice-président du conseil régional du Gor rassure les populations que le nouvel édifice sera doté d'une clôture, comme le prévoit le budget 2023. Dans le reste de l'actualité, le président kenyan William Ruto en visite pendant 2 jours au Rwanda. Au
Au programme, la signature de plusieurs accords bilatéraux et une rencontre avec le président Paul Kagame. Durant la conférence de presse organisée ce mardi après-midi, les deux chefs d'État ont évoqué la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Le président français se rend en Chine ce mercredi pour réengager un espace de dialogue avec Pékin. Emmanuel Macron compte profiter de cette visite d'État de 3 jours pour inciter Xi Jinping à prendre ses distances avec la Russie dans la guerre qui l'oppose avec l'Ukraine. Et puis on termine avec du football. Là, voilà, le 5e et dernier classico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid a lieu ce soir, mercredi, à 19h temps universel, au Camp Nou. Mais il va propulser une des deux équipes en finale de la Coupe du Roi. Il reste justement marqué par le scandale arbitral qui secoue l'Espagne depuis mi-février. Un tribunal de Barcelone enquête en effet sur la base d'une plainte concernant des versements suspects d'argent à hauteur de 7,3 millions d'euros effectués par le club catalan, le FC Barcelone, à des sociétés appartenant à l'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol, José María Enríquez. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. Je vous laisse avec Renaud. Oui, mais je dis, Kofi, pourquoi à chaque fois vous devez rappeler cette affaire d'arbitrage dans laquelle le FC Barcelone est impliqué? L'information, c'est le match, c'est le classico. C'est vrai que c'est le classico, mais c'est le contexte. Il faut... Pronostic pour ce classico. 2-0 pour le Real de Madrid. Bon, on n'en aurait pas pu être... 3-1. Il n'en aurait pas pu être autrement. Il aura forcément 2 buts de cas parce qu'à l'aller, c'était 1-0 pour le FC Barcelone. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Régis Kofi, grand supporter du Real de Madrid devant l'éternel et les hommes. Allez, nous, on est toujours en votre compagnie. Et merci, Kofi. On est toujours avec Madame Clarisse Mills, à qui on va laisser la possibilité, justement, de livrer un message aux parents et aux entreprises dont on a parlé tout à l'heure. OK, mon premier message va pour les parents, la famille nucléaire et la famille environnante. Je demande à toutes les familles de se soutenir parce que personne ne veut avoir un enfant qui a un handicap. Et franchement, ces parents ont besoin d'être accompagnés d'abord par leur famille. Mon deuxième message va à l'encontre des sociétés. Ouvrez-nous vos portes. Écoutez-nous. Nous avons des possibilités de faire intégrer ces jeunes-là. Et mon troisième message va à l'État. Comme j'ai pour habitude de le dire, ces jeunes-là sont des potentiels électeurs. Hein. L'État, ouvrez les portes à ces jeunes-là et puis permettez à ces jeunes-là aussi de pouvoir avoir des aides en fait. Il faut qu'on crée des lois pour que ce soit vraiment mis en application. Justement. Merci. On espère que votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci, Madame Mills, d'être venue partager ce temps d'antenne avec nous. Allez, on va vous raccompagner et nous, justement, on va continuer à dérouler les pages de votre émission. À présent, on vous emmène dans les kiosques à journaux pour savoir ce que disent nos titres aujourd'hui. Et on démarre avec Fraternité Matin, Fraternité Matin, oui, qui a sa une de ce jour, eh bien, relaie l'appel lancé hier par le directeur de l'Office national de la protection civile aux populations vivant dans les zones à risque. Selon le premier responsable de l'ONPC, eh bien, qui était l'invité de la tribune Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale, eh bien, de fortes pluies avec risque accru d'inondation sont annoncés pour cette saison. À lire à la une du Patriote de ce jour, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sont d'une autre époque. Selon le confrère, les deux ex-présidents appartiennent à une vision qui ne fait plus recette de nos jours. Donc, plus de détails sur ce sujet dans le numéro de ce jour du Patriote. On continue de parler des présidents du PDCI et du PPACI avec le quotidien d'Abidjan, selon lequel Henri Konan Bédié, dans un message qu'il a envoyé à Laurent Gbagbo à l'occasion de la fête de la Renaissance organisée par le PPACI, l'a exhorté à rester courageux et déterminé dans le combat politique qu'il mène. Et puis à sa une de ce jour, l'Inter révèle les conditions à mettre en place pour que Tidiane Thiam, qui a brillé par son absence au 7e congrès extraordinaire du PDCI qui s'est tenu le 30 mars dernier, participe au 13e congrès ordinaire qui, lui, doit se tenir au mois de juin 2023.
Et puis on referme la revue des Unes avec Soir Info. Soir Info plutôt, c'est ici qu'on a refermé la revue des Unes parce que Soir Info finalement parle de la même information que l'Office national de la protection civile. Donc ce serait faire bis repetita que de revenir sur ce sujet. Il est 7h10 en temps universel. Eh bien, à présent, on part dans le fin fond de la Côte d'Ivoire à la découverte d'une localité de la région du Bélier. Et au troisième jour de notre visite dans le centre de la Côte d'Ivoire, on s'intéresse à la région du Bélier et particulièrement au village d'Atien-Kwassikro. Eh bien, situé dans le département de Didiévi, Atien-Kwassikro est un village baoulé. Récemment, Atien-Kwassikro, il faut le savoir, a fusionné avec les villages de Soubretanokro et Topayaokro pour former un grand village nommé Nzipli Ngbedressou. J'espère que j'ai bien prononcé. Hein. Il faut savoir que l'histoire du peuple de Nzipli Ngbedressou, bon, franchement, je vais finir par y arriver, se confond très souvent avec celle du peuple du département de Didiévi, qui est composé de deux tribus, les Ngban et les Nzipli, qui sont venus à l'époque du Ghana avec la reine Ablapoku. On voit ici quelques images de ce village d'Atien-Kwassikro. Et le peuple d'Atien-Kwassikro, qui est devenu Nzipli Ngbedressou, est un peuple de cultivateurs. Les villages voisins d'Atien-Kwassikro sont, pour ceux qu'on a choisis, Ngwembo, Yagbalo, Yagbabo Kanango, Gbegbessou, Amiekro, Langui, Kwadiokro, Dédiébou, Kwame Akafukro. En tout cas, il y en a plein. Mais c'est ceux que nous, on a retenus aujourd'hui voilà, et qu'on a voulu vous livrer en termes de villages voisins. On salue toutes les populations de la région du Bélier et particulièrement celles d'Atien-Kwassikro et tous les villages environnants voilà, auxquels on a passé aujourd'hui. On a fait plutôt un clin d'œil. Elle est avec nous en studio. Elle, c'est le docteur Laura Michel, avec elle aujourd'hui. On parle d'un sujet relatif à la communication que les parents doivent avoir avec leur progéniture. Est-ce qu'il faut tout dire aux enfants? Comment il faut le dire? Eh bien, on aura les réponses avec elle juste après ceci. Aimer Coquivoire, c'est s'amuser à lire les chiffres de la traçabilité. À chacun sa raison d'être supporter. Depuis 45 ans, Coquivoire, le professionnel de la volaille, a dégusté en toute confiance. Voilà, je le disais tantôt, un docteur Tanon Laura Michel. Bon, qui est déjà installé avec nous. Et comment ça va, docteur? Très bien, merci. Bien. Je dis, dans nos sociétés africaines, ce n'est pas toujours facile de parler de certains sujets avec nos enfants. On va citer certaines choses telles que le chômage, les séparations, la maladie, la mort d'un proche. Que peut-on dire à ces enfants et doit-on tout leur dire, docteur? On attend de savoir aujourd'hui avec vous la réponse. Dans la culture africaine, on ne considère pas l'enfant comme un être à part entière. Oui. Les gens pensent que les enfants n'ont pas de sentiments, de ressentis, ni d'opinion. Donc, en général, les grandes choses de leur vie, les grands événements, ne leur sont pas communiqués ni expliqués. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans la construction psychique et émotionnelle de ces enfants-là et qui deviennent des adultes handicapés, si on peut ainsi le dire. Et docteur, quels sont les sujets qu'on peut aborder avec nos enfants? Normalement, on devrait pouvoir aborder tous les sujets. Vous voyez que les enfants à 4-5 ans posent beaucoup de questions parce qu'ils ont envie de tout savoir, de tout comprendre. Ils sont débordants d'énergie. Voilà. Donc, il faut se mettre à leur niveau et leur donner les informations qui correspondent à leur âge et à leur capacité de compréhension. Bon, même si vous dites qu'on peut tout aborder comme sujet avec les enfants, il y en a forcément certains qui sont un peu sensibles, dont on ne peut pas parler aux enfants. Non, sensible, ça ne veut pas dire tabou. Donc, en général, quand on dit les sujets sensibles, c'est la sexualité, c'est la mort, c'est la séparation des parents, c'est les changements radicaux, la maladie grave d'un des parents ou même de l'enfant. Donc, ce sont des sujets sensibles, mais il faut en parler et expliquer à l'enfant ce qui se passe et le rassurer. Il y a beaucoup d'enfants qui n'assistent pas à l'enterrement de leurs parents
parce qu'on dit que c'est pour les protéger, alors que ça crée un grand traumatisme parce que c'est une case qui manque dans leur schéma cognitif après. Mais est-ce que assister justement à ces enterrements-là, ça peut contribuer à les soigner, si on peut le dire ainsi? Bien sûr, ça contribue à faire le deuil parce que l'enfant arrive à mettre une image sur la mort et il se rend compte que la mort, ce n'est pas la souffrance. Parce que le mort, il est préparé, il est apprêté. Donc, il n'a plus l'air de souffrir. Donc, quand c'est possible de voir le corps, il faut laisser les enfants voir le corps. Ah oui, jusqu'à ce point-là? Tout à fait. Il faut laisser les enfants voir le corps. Comme ça, ils ont une image, une représentation du corps. Et après, ils vont se construire, se guérir autour de cette image-là. Mais quand il n'y a pas d'image, quand il n'y a pas de référent, l'imaginaire va dans tous les sens. Et surtout dans le sens de l'angoisse, de tout ce qui est anxiogène. Mais, docteur, ce que vous dites là, moi, ça me heurte un peu parce que les enfants, ils sont très images. Oui. Laisser un enfant voir un cadavre, bon, excusez-nous, c'est le matin, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Parce qu'après, est-ce que ça ne va pas traumatiser l'enfant de garder dans sa tête cette image-là? Pas du tout. C'est pour ça qu'on fait la mise en bière. On ne voit pas, par exemple, le défunt dans une mare de sang ou bien dans son lit de mort. Il est apprêté. Il est apprêté et l'enfant doit voir son parent dans cette posture parce qu'il a l'air endormi. Et à ce moment-là, il va poser des questions si on l'écoute. Après ça, il y a le management parental où il y a beaucoup de sujets qui sont cachés aux enfants. Et ça fait que l'enfant se construit dans le doute. Dire la vérité à l'enfant, être transparent et honnête envers l'enfant, ça installe la confiance. Et la confiance induit le respect. Oui. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de parents qui sont en difficulté de communication avec leurs enfants parce qu'ils ont jugé bon de en voulant les protéger. Pour eux, c'était pour les protéger, n'est-ce pas? Pas forcément pour les protéger, en banalisant parfois le libre arbitre de l'enfant ou en se disant « c'est mon enfant, je décide à sa place » ou « je ne peux pas faire quelque chose de mal pour mon enfant, il doit me faire confiance, je le fais pour son bien ». Mais si l'enfant ne comprend pas que c'est pour son bien, et même s'il comprend que c'est pour son bien, il a peut-être son avis là-dessus. Et être informé, être éclairé, ça ne veut pas dire que c'est l'enfant qui décide. Mais le fait d'être consulté ou informé, ça installe le respect. Okay. Maintenant, comment dire justement certaines choses à l'enfant? On parlait tout à l'heure des cas des défunts. Comment dire à un enfant que voilà, il y a tel être cher qui est parti, voilà, il va falloir vivre désormais avec ça et surtout, par exemple, préparer l'enfant à voir le corps, comme vous le disiez tout à l'heure. Déjà, comment le dire? Et puis, selon les âges des enfants, quelle est la méthode à adopter? Mais déjà, la première chose à faire, c'est de trouver des points d'appui, des points d'ancrage dans l'histoire de l'enfant, dans l'histoire de sa famille. Donc, on ne va pas annoncer la disparition d'un être cher de la même façon à tous les enfants. Oui. Donc, il y a des enfants qui sont conscients ou qui sont informés de la maladie de leurs parents, par exemple. Oui. Donc, à ce moment-là, on va chercher dans leur histoire des points d'appui pour pouvoir amener la nouvelle. Il y a des enfants qui ne sont pas du tout informés. Donc, la préparation sera plus longue, les explications seront plus élaborées pour l'amener tout doucement vers la triste réalité. Oui. Mais justement, je veux dire, un enfant, par exemple, qui est très attaché à ses grands-parents, parce que tous les enfants, d'ailleurs, sont très attachés à leurs grands-parents. Et si l'un de ces grands-parents-là venait à décéder, comment le lui annoncer? Mais justement, on met en avant l'affection. On explique à l'enfant qu'on est conscient qu'il aimait beaucoup cette personne et que désormais, cette personne ne pourra plus être présente physiquement parce qu'elle a été appelée par la mort, mais que ça n'enlève rien à son amour et qu'il peut continuer de nourrir cet amour-là dans son cœur, par exemple. Okay. Maintenant, il y a les cas des familles où les parents ne s'entendent pas, c'est difficile, on est en train d'aller même vers la séparation. Et justement, à ce moment-là, souvent, il y a des crises qui se passent devant les enfants, il y a des disputes et tout cela. Les enfants, ils le voient, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on doit parler de cela aux enfants? Bien sûr. Leur expliquer ce qui se passe, pourquoi on se dispute et tout cela? Pas se justifier devant les enfants, mais dans la mesure du possible, éviter des éclats de voix devant les enfants, parce que ça génère de l'anxiété. Ça arrive très souvent dans certaines malheureusement, familles. Ça arrive parce que les parents sont à bout et ils perdent le self-control. Mais dans la mesure du possible, éviter cela devant les enfants parce que ça
ça génère de l'anxiété. Alors après ça, les préparer. Donc leur expliquer que la famille va se séparer. En général, quand on leur dit ça, surtout entre 5 et 7 ans, ils disent non, c'est un non catégorique parce que c'est tout leur univers. Oui, c'est clair. Et après, il faut les préparer sur un moment. Il ne faut pas les mettre devant le fait accompli. Il y a une petite fille de 8-10 ans qui a quitté la maison pour aller à l'école. Et le soir, elle s'est retrouvée dans la nouvelle maison où elle devrait désormais habiter. Et il y a eu un traumatisme parce que c'est comme si on lui avait arraché sa vie brutalement. Et ce traumatisme-là a ressurgi très, très fort à l'âge de l'adolescence, à 16 ans. Et ce sont des choses à éviter parce que même si c'est pas, la réaction ne vient pas immédiatement, elle peut venir à retardement et très, très amplifiée. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire que quand on doit déménager, il faut informer absolument les enfants. Quand on doit se séparer, bien sûr. Ah, quand on doit se séparer. Bien sûr, quand on doit se séparer. Quand le couple doit se séparer, il faut informer les enfants et non les mettre devant le fait accompli. Et quand on doit faire le déménagement aussi, j'imagine qu'il faut informer les enfants. Pour les parents qui attendent que les enfants soient en vacances chez leurs grands-parents, et puis quand les enfants arrivent, on est dans une nouvelle maison, ça aussi, c'est pas bon? Oui, par rapport à la séparation. Je parle de la séparation. Oui, on parlait de... Il y a des parents qui peuvent dire on va faire une surprise aux enfants en déménageant ensemble. Ce n'est pas la même chose qu'une famille qui se casse. Une famille qui se casse, c'est quand même quelque chose qui est violent pour les enfants, c'est dramatique. Donc il faut les préparer. Et si la séparation se fait et que les enfants vont chez l'un ou l'autre des parents, il faut les en informer sans rentrer dans les détails et surtout sans vouloir faire porter le chapeau à l'autre, aux parents absents. Ça ne sert à rien, sauf à déstabiliser les enfants et à les rendre insécures. Okay. Et puis, il y a le cas des parents dont la situation financière devient difficile, peut-être de la perte de leur emploi et qui ne savent pas comment présenter la situation à leurs enfants, qui se battent comme ils peuvent pour essayer de maintenir l'équilibre familial et les habitudes des enfants. Comment il faut procéder? Expliquer. Les enfants, ils comprennent. Expliquer aux enfants et surtout leur dire qu'on est en train de chercher la solution et que pour l'instant, de façon temporaire, on va devoir restreindre certaines choses, diminuer les sorties par exemple, avoir un repas de moindre qualité, avoir par exemple accès à des choses moins bonnes que lorsque les parents travaillaient par exemple. Il faut expliquer. La transparence permet à l'enfant de savoir où il va et de poser aussi des questions. Quand on n'explique pas, parfois l'enfant demande des choses en toute innocence. Et là, le parent, comme il est meurtri de ne pas pouvoir offrir ça à l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il devient irritable, il devient nerveux et il va gronder, engueuler l'enfant qui ne va pas comprendre pourquoi on m'engueule pour quelque chose que j'ai l'habitude de demander. Et qu'on me donne. Et qu'on me donne. Donc pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est l'incompréhension. Donc le manque de transparence met des zones d'ombre et occasionne des incompréhensions, des frustrations et des perturbations, aussi bien chez le parent que chez l'enfant. Quand le parent a expliqué à l'enfant que désormais, on n'aura pas de vacances, par exemple, de longue durée, ou bien on n'aura plus de sortie au restaurant, parce que pour le moment, on n'en a pas les moyens, mais ça va revenir. Quand on met une ouverture dans l'avenir, ça rassure les enfants et ça les rend aussi plus compréhensifs. Oui, donc ça veut dire que si un parent qui nous suit aujourd'hui, qui est peut-être en train de traverser une mauvaise passe, qui a perdu son emploi ou qui est en passe de le perdre, il doit faire asseoir ses enfants et leur dire bientôt, papa sera à la maison, parce que les enfants, ils posent beaucoup de questions. Mais papa, pourquoi tu n'es pas allé au travail aujourd'hui? Pourquoi hier tu n'es pas parti? Pourquoi avant-hier? Pourquoi depuis quelque temps tu es toujours à la maison? Il faut les faire asseoir et leur expliquer la situation. Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer, tout comme il faut leur expliquer certains choix qu'on fait. Par exemple, il y a des enfants qui vont être scolarisés dans une école, on ne les prépare pas. Du coup, si on ne les prépare pas, l'intégration de leur enfant peut très, très mal se faire. Il y a des enfants qu'on décide de mettre chez leurs grands-parents, chez leurs parrains, pour des raisons ou pour d'autres raisons, sans les en informer. Ils ont l'impression que les adultes se sont ligués contre eux et ils se sentent trahis. Donc la transparence dans le management parental est très, très importante parce que l'enfant va se dire « mais pourquoi on ne m'a pas informé, pourquoi on ne m'a pas dit ?» Et ils peuvent se rébeller, surtout quand ils sont adolescents ou jeunes adultes.
Bon, je veux dire, dans nos familles africaines, ce n'est pas toujours évident, hein, docteur Laura Michel, d'aborder ces questions-là, toutes celles qu'on a évoquées avec les enfants. Je veux dire, quand on parle de certains sujets, quelles sont les limites pour les parents à ne pas franchir? Même si on se doit d'être transparent avec les enfants, à leur dire ce qui ne va pas, mais j'imagine qu'il y a forcément des limites. La limite, par exemple, sur la situation financière, c'est de ne pas montrer son bulletin de salaire à l'enfant, de ne pas déclarer son revenu à l'enfant. Oui. Ça ne sert à rien. Juste lui dire que c'est difficile pour l'instant, si c'est le cas, ou si ça va très bien, qu'on a eu une augmentation, lui dire « Ah, mais on va pouvoir se permettre certaines choses », sans pour autant lui dire le niveau d'augmentation, par exemple. On n'a pas besoin non plus de raconter notre vie intime à nos enfants. Oui. Donc, si ça ne va pas, on ne va pas dire ça ne va pas parce qu'il n'y a plus d'attirance physique entre les parents, par exemple. Ça, c'est superflu. Est-ce que ce n'est pas en contradiction, est-ce que vous dites, docteur, de ne pas cacher les choses aux enfants? Oui, mais justement, l'intimité des parents ne concerne pas les enfants. L'intimité des parents ne concerne pas du tout les enfants. Ce qui concerne les enfants, c'est le couple parental et le lien familial. Donc, la sexualité des parents ne concerne pas les enfants. Donc, si le motif ou l'un des motifs, c'est la sexualité, et on ne va pas dire aux enfants on ne s'entend plus intimement. On va dire juste on ne s'entend plus ou on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains sujets et de ce fait, on pense qu'on ne va pas rester ensemble, par exemple. Mais le cas, il y a certains parents qui disent souvent à leurs enfants, le tonton qui est là, il n'est pas bien. Mon frère là ou ma soeur là, machin. Est-ce que ça, c'est des choses à faire? Ben ça, on montre à l'enfant un mauvais exemple de fraternité. Parce que ce que les gens oublient, c'est que nos enfants seront demain entre eux des frères adultes aussi. Donc si aujourd'hui on induit chez nos enfants la peur de nos frères, demain entre eux, ils vont avoir cette même méfiance-là. Parce que c'est la guidance parentale qu'on aura appliquée qu'ils vont dupliquer. Donc ça ne sert à rien de médire sur ses frères et sœurs. Quand il y a des problèmes entre les frères et sœurs, ça reste au niveau des frères et sœurs. Les enfants n'ont pas besoin d'en être mêlés. Et pour protéger justement nos enfants. Parce que si on a des enfants, le rêve de tout parent, c'est que quand les enfants sont adultes, ils continuent de s'aimer entre eux et de se fréquenter. Donc, on doit leur donner l'exemple, prêcher par l'exemple. Et non pas dire faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça ne marche pas comme ça. Et docteur, on est déjà au terme de notre entretien. Le temps, il court tellement. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de ce sujet-là? On devrait retenir que nos enfants sont des adultes en miniature. Donc, ils sont dotés de sens et de bon sens. Donc, leur expliquer les choses, ça leur donnera un modèle de franchise, de loyauté, de sincérité. Et nous le retournerons lorsqu'ils vont échanger avec nous, ils le feront avec franchise, loyauté et honnêteté. Parce que souvent, on se plaint du manque de transparence de nos enfants, mais les enfants ne nous écoutent pas, ils nous imitent. Oui, ça c'est ce que vous dites. Voilà. Les enfants Donc, il faut se poser la question de savoir pourquoi l'enfant est devenu cachotier et comment corriger ça. Mais en général, quand l'enfant devient secret ou cachotier, c'est parce qu'il a pris ce modèle-là quelque part et souvent chez ses parents. Oui, comme vous l'avez dit aussi, il y a des limites à ne pas franchir, même si on dit tout aux enfants. Il y a certains pans de notre vie. On parle de tout, mais on ne dit pas tout. Bon, nuance, on parle de tout, mais on ne dit pas tout. Docteur Tano Laura Michel, avec laquelle justement à chaque jour, on a son expertise sur des sujets pointus qui concernent la vie de nos familles. Docteur, on va livrer la citation matinale à nos téléspectateurs en regardant cette caméra. L'enfant n'a pas besoin de parents parfaits, mais de parents authentiques. Allez, soyez authentiques dans tout ce que vous faites et surtout restez sur les chaînes du groupe RTI pour passer de très bonnes journées comme celle d'aujourd'hui. On vous retrouve demain dès 6h25 pour un autre numéro de Matin Bonheur. Allez, ciao.